Je sais qu'il y a des gens qui naissent pour être invisibles, qui apprennent dès leur plus jeune âge à s'excuser simplement d'exister. Et peut-être ai-je été l'une d'entre eux. Je m'appelle Claudine, j'ai 67 ans, et pour la première fois de ma vie, je commence à comprendre ce que signifie être vue par moi-même. Cette histoire commence par un billet, une feuille pliée en 4, avec des lettres hâtives et une phrase qui a résonné comme une gifle. « Maman, c'est mieux pour toi ici. Ce n'est que pour quelques jours. Mieux pour moi. » Elle a dit cela avec un sourire figé, les yeux rivés sur son téléphone portable, comme si chaque seconde sans écran était du temps perdu. Louise, ma fille unique, ma petite. La raison pour laquelle, pendant des décennies, je me suis levée tôt, j'ai affronté les transports bondés, j'ai vendu mon déjeuner pour acheter le dîner, j'ai renoncé à acheter de nouveaux vêtements pour qu'elle ait des livres. C'était un lundi nuageux. Ces nuages qui semblent annoncer que quelque chose va changer, même si on ne sait pas quoi. Nous sommes montés en voiture et elle a parlé de cette voix douce, répétée, comme si elle vendait une idée. « Maman, aujourd'hui je veux t'emmener dans un endroit spécial. Tu vas aimer. C'est calme, confortable, avec des gens de ton âge. C'est juste pour quelques jours. Je te promets que ce sera bien. » La dernière fois que j'ai entendu ce genre de promesse, c'était quand son père a juré qu'il reviendrait avec les valises en fin d'après-midi. J'étais enceinte de 2 mois. Il est parti acheter des cigarettes et est revenu 2 ans plus tard pour dire qu'il vivait avec quelqu'un d'autre. Mais avec Louise, j'ai toujours cru que ce serait différent. J'ai été tout pour elle, la mère, le père, le soutien. J'ai été le réconfort au milieu de la nuit et le parapluie les jours de tempête émotionnelle. Quand elle a divorcé, ce divorce traînant et plein de disputes, c'est moi qui suis apparue avec une casserole, un matelas et du courage. J'ai quitté mon propre appartement pour le louer et je suis allée vivre avec elle. J'ai mis mon nom pour garantir un crédit quand elle n'en avait plus. Je me suis retrouvée à vivre dans une petite chambre à côté de la buanderie. Et ce n'était pas grave. Je me disais, c'est temporaire. Mais les choses temporaires ont la mauvaise habitude de devenir éternelles quand on aime trop. L'endroit spécial en question était une maison de repos peinte de couleurs neutres, avec des fleurs artificielles à l'entrée et un portail automatique qui mettait du temps à s'ouvrir, comme s'il savait que personne n'y entre de son plein gré. Elle m'a tendu une petite valise à roulettes. « J'ai mis tes affaires ici, maman. Juste l'essentiel. Je reviens dimanche, d'accord ? Je pars en voyage avec Marc et sa mère à Nice. On a prévu ce voyage il y a longtemps. Nice, la ville que je ne voyais qu'à la télévision dans les reportages de fin d'année. Elle y allait avec sa belle-mère, la nouvelle belle-mère. Et moi, j'avais reçu une chambre avec un lit en bois, un oreiller plat et une odeur de lavande éventée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas discuté. Je suis simplement entrée. L'employé de la réception a été gentil. Il m'a appelée Madame Claudine et m'a offert du thé. J'ai accepté comme on accepte une sentence. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé par la fenêtre. La vue donnait sur un mur beige. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de justifier. Ce n'est que pour quelques jours, avait-elle dit. Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la honte. Un type de honte qui n'était pas la mienne, mais que je ressentais comme si elle l'était. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'ai passé la nuit éveillée, écoutant le tic-tac de l'horloge et le ronflement doux de la dame de la chambre voisine. Je me suis souvenu de quand Louise était petite et avait de la fièvre. Je suis restée 3 nuits sans dormir, priant au pied du lit. Je me suis souvenu de son premier emploi, du pantalon de tailleur que j'ai cousu à la main parce qu'elle ne pouvait pas en acheter un neuf. Je me suis souvenu de quand elle a pleuré par amour et que j'ai été la première à dire qu'elle méritait mieux. Et maintenant ? Maintenant, c'était moi qui pleurais à l'intérieur et personne pour me dire quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai pris mon petit déjeuner calmement. J'ai mis mon plus beau chemisier, le seul qui portait encore mon parfum de la maison. Je me suis rendue à la réception et j'ai demandé la permission d'utiliser l'ordinateur. L'employé, poli, a accepté avec un sourire. Je me suis connectée à ma banque, j'ai tapé mon mot de passe avec les doigts tremblants et j'ai annulé, une par une. Carte principale, carte supplémentaire, compte joint. Tout était à mon nom. C'était moi qui finançais tout.
Pas par vengeance, mais par respect. J'ai laissé un mot à la soignante. Merci pour tout. Vous avez été gentille, mais ce n'est pas ma place. Avec affection, Claudine. J'ai pris ma valise. J'ai appelé une amie d'enfance, Roselyne, qui habitait près de la gare routière. J'ai besoin d'une faveur, juste pour ce soir. En 3 heures, j'avais un billet en main. Destination, Nice. Pas pour retrouver Louise, mais pour me retrouver moi. Parce que la dignité ne prend pas sa retraite et qu'un cœur de mère sait aussi prendre ses distances. Je descendais déjà vers Nice avec des talons bas, un nouveau rouge à lèvres et l'âme lavée. S'il y a une chose que j'ai apprise de la vie, c'est que le mépris ne crie pas toujours. Parfois, il vient habillé de silence, de phrases à moitié dites, d'une demande subtile pour que vous restiez plus dans votre chambre aujourd'hui, maman, juste pour ne pas déranger. C'est ainsi que tout a commencé à changer. Louise a toujours été une fille déterminée, intelligente, pleine d'opinions. Mais avec le temps, ce qui était éclat est devenu précipitation et ce qui était tendresse est devenu distance. Après son divorce, la maison est devenue triste. Je voyais dans son regard une fatigue de l'âme. Et c'est pour cela que je suis partie. J'ai quitté mon appartement, celui pour lequel j'avais lutté des années pour acheter, et je l'ai loué. J'ai dit que c'était pour peu de temps, juste jusqu'à ce qu'elle se relève. De mère à soignante, de femme à figurante. Elle a commencé à rentrer tard, à cacher son téléphone, à sourire seule en écrivant des messages. C'est là que j'ai entendu parler de Marc, un entrepreneur du secteur hôtelier. Il venait, mais on m'invitait à ne pas trop apparaître. « Maman, reste dans ta petite chambre juste pour aujourd'hui. Après, on parlera. » Après, toujours après. Un jour, j'ai entendu sans le vouloir une conversation. Il a demandé « Tu vis encore avec ta mère ?» Elle a répondu d'un ton que je n'oublierai jamais. Pour l'instant. Elle m'a beaucoup aidée, mais tu sais comment c'est. Elle est trop simple. Ça ne correspond pas à l'ambiance de ma nouvelle vie. Cela m'a frappé comme une pierre. Trop simple. Et puis ce voyage à Nice. Je l'ai entendu parler au téléphone avec la mère de Marc. Ce sera juste nous, la famille. Un moment intime, sans interférence. Interférence ? J'étais devenue une interférence. La semaine suivante, elle est arrivée avec l'idée de cet endroit spécial. J'ai accepté parce qu'une mère a ce don ingrat de croire même quand elle connaît déjà la réponse. Sur le chemin, elle chantait doucement, comme si elle allait à une fête. Moi, je tenais une valise avec 2 changes de vêtements et une paire de pantoufles. Quand le portail de la maison de repos s'est ouvert, j'ai ressenti un frisson. Elle m'a donné le billet plié et m'a embrassé sur le front. « Je t'aime, d'accord ?» Après avoir bloqué les cartes, je me suis assise à l'arrière de l'autocar, en direction de Nice. Sur le siège à côté, une jeune femme m'a demandé « Première fois dans la ville ?»« Première fois où je vais vers moi-même », ai-je répondu. Parce que là, dans cet autocar roulant sur l'autoroute, je n'étais plus la mère qui attendait dans la petite chambre, j'étais juste Claudine. Simple peut-être, mais invisible, plus jamais. Descendre à la gare routière de Nice fut comme sortir d'une coquille. Le vent sentait le sel, les voitures passaient lentement, comme si la ville entière avait appris à ne pas se presser. Nice ne m'attendait pas, et pourtant elle m'a accueilli avec gentillesse. J'ai acheté un petit café dans une brasserie près de là. Je me suis assise à une table en plastique, j'ai posé ma valise à côté, et je suis restée à observer le mouvement. Des familles qui riaient, des jeunes qui prenaient des selfies, des dames élégantes avec des vêtements clairs et des sacs de marque. Pendant un instant, j'ai pensé à revenir en arrière. Je me suis demandé si ce n'était pas absurde d'être là toute seule, à 67 ans, avec les cartes bancaires bloquées pour des tiers et une douleur dans la poitrine qui palpitait encore. Mais alors, un enfant est passé en courant près de moi et a souri. Un de ces sourires spontanés, sans jugement. Et j'ai souri en retour. C'était peut-être cela dont j'avais besoin, être vue sans être mesurée. J'ai pris un taxi simple et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener jusqu'à la promenade des Anglais. Je n'avais de réservation dans aucun hôtel, juste le désir de voir la mer. Et quand la mer est apparue, ah, comme c'était beau. L'eau reflétait le ciel comme un miroir liquide et le soleil semblait avoir été dessiné juste pour moi ce jour-là. J'ai demandé de m'arrêter dans une pension modeste. La réceptionniste était une jeune femme, polie,
qui s'appelait Béatrice. Quand elle m'a vue, elle m'a proposé une chambre avec balcon et petit déjeuner inclus. « Vous allez rester plusieurs jours, madame ?» Elle a demandé. « Je ne sais pas. Peut-être juste assez longtemps pour me souvenir de qui je suis. » La chambre était simple, propre et silencieuse. Il y avait un lit moelleux, une chaise à bascule sur le balcon et une bouteille d'eau sur la commode. Je me suis assise là, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai senti le sol froid. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne me suis pas sentie intruse. J'ai allumé la télévision, mais je l'ai éteinte tout de suite. Le son me dérangeait. J'étais habituée au silence, mais maintenant, il était le mien et n'était imposé par personne. J'ai pris mon miroir de poche et je me suis regardée, non pas avec critique, comme je le faisais à la maison, essayant de cacher les cheveux blancs ou les rides au coin des yeux. Je me suis regardée avec bienveillance. Je me suis trouvée belle, pas comme les magazines l'enseignent, mais belle. Parce qu'enfin j'étais là entière, debout, même après tout. Le lendemain matin, j'ai mis une robe légère, une des rares que j'avais apportées, et je suis allée marcher sur le sable. Les pieds s'enfonçaient doucement et la mer venait embrasser mes chevilles comme si elle me disait « Tu appartiens à cet endroit ». Je me suis arrêtée à un stand de noix de coco. Le monsieur qui servait, avec une barbe blanche et un large sourire, a engagé la conversation. « Toute seule par ici ?» Accompagnée de moi-même, ai-je répondu. Il a ri. La meilleure compagnie qui existe. Et j'ai été d'accord pour la première fois, sans mentir. Plus tard, je me suis assise sur un banc au bord de la mer et j'ai observé les groupes autour. Et là, à ce moment, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la ville le problème, ni les autres. C'était la façon dont je m'étais permis d'être traitée pendant si longtemps, toujours en me diminuant, toujours en attendant que quelqu'un me dise « Tu es suffisante ». J'étais suffisante. Je l'avais toujours été. En fin d'après-midi, j'ai reçu un message de Louise. « Maman, j'ai essayé de t'appeler. Où es-tu ? La banque a tout bloqué. Je ne peux pas utiliser mes cartes. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis désespérée. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé la notification. » Elle voulait savoir où j'étais, qu'elle demande avec sincérité, pas par convenance. Il fallait que je vous explique comment j'en étais arrivée là. Tout avait commencé 3 ans plus tôt. Louise venait de divorcer. Son mari, Thomas, l'avait quittée pour une collègue plus jeune. Ma fille était effondrée. Elle pleurait tous les soirs, n'arrivait plus à payer les factures, se sentait perdue. C'est moi qui suis venue à son secours. J'avais un petit appartement de 2 pièces dans le 15e arrondissement de Paris, un bien que j'avais acheté après des années de travail acharné comme aide-soignante. J'ai décidé de le louer et d'emménager chez Louise pour l'aider. Je me disais que c'était temporaire, le temps qu'elle retrouve ses pieds. Je lui ai même prêté de l'argent pour éviter la saisie de sa maison, une belle propriété en banlieue parisienne qui était à son nom et celui de son ex-mari. J'ai signé comme garante pour qu'elle puisse racheter la part de Thomas. Ma fille gardait ainsi sa maison. Moi, je m'installais dans la petite chambre du fond, celle qui donnait sur la buanderie. Au début, nous formions une belle équipe. Nous faisions les courses ensemble au marché, nous regardions des films le soir, nous parlions de tout. Je l'aidais à retrouver confiance en elle. Mais les choses ont changé quand Marc est entré dans sa vie. Elle l'a rencontré lors d'un séminaire professionnel. Il était entrepreneur dans l'hôtellerie, élégant, avec une belle voiture et un appartement dans le 16e arrondissement. Louise est tombée amoureuse, et progressivement, je suis devenue encombrante. Les premières fois, c'était subtil. « Maman, tu pourrais peut-être manger un peu plus tôt ce soir. Marc vient dîner et je préfère qu'on soit tranquille. » Puis, « Maman, ce week-end on part en Normandie avec Marc. Tu seras bien ici toute seule, non ? Et enfin, maman, quand Marc est là, ce serait mieux que tu restes dans ta chambre. Tu comprends, il n'est pas encore habitué à la situation. La situation. J'étais devenue une situation, un problème à gérer. J'entendais leurs conversations. Marc demandait souvent « Elle va rester combien de temps encore ?» Et Louise répondait avec gêne « Je ne sais pas, c'est compliqué. Elle m'a tellement aidée. Je ne peux pas lui demander de partir maintenant. » Mais je sentais bien qu'elle le voulait. Un soir, j'ai entendu une conversation qui m'a glacée. J'étais dans la cuisine en train de préparer une tisane. Ils étaient dans le salon, pensant que j'étais déjà couchée.
La mère de Marc disait « Pour les vacances à Nice, ce sera juste nous trois, n'est-ce pas? Il faut vraiment qu'on passe du temps en famille, sans complications. » Et Louise avait répondu « Oui, bien sûr. De toute façon, maman n'aime pas trop voyager. Je vais lui trouver une solution pour ces quelques jours. » Une solution. Voilà ce que j'étais devenue. Le lendemain, elle m'a parlé de cette maison de repos, cet endroit merveilleux où je pourrais me reposer pendant qu'elle partait en voyage. Elle a présenté cela comme un cadeau, un moment pour moi. Mais je savais la vérité. Elle voulait m'éloigner pour pouvoir vivre sa nouvelle vie sans avoir à expliquer ma présence, sans avoir à dire « Voici ma mère qui vit avec moi ». Trop simple, trop modeste, trop âgée pour le monde brillant de Marc et de sa famille. Les jours précédant le voyage, je me suis sentie transparente. Louise ne me regardait plus dans les yeux. Elle était occupée à préparer ses valises, à choisir ses tenues, à rire au téléphone avec la mère de Marc. Moi, je rangeais la cuisine, je faisais la lessive, j'existais en périphérie de sa vie. Et c'est là que j'ai compris. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus être celle qu'on cache, celle qu'on tolère, celle qu'on case quelque part le temps de vivre sa vraie vie. Alors, quand elle m'a déposée à cette maison de repos avec son billet plié et son sourire forcé, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté, une clarté froide et lumineuse qui me disait « Tu mérites mieux, tu as toujours mérité mieux. » C'est pour cela que j'ai bloqué les cartes, c'est pour cela que je suis partie à Nice. Pas pour la suivre, pas pour la confronter, mais pour me retrouver enfin, pour exister à nouveau, non pas comme la mère de Louise, mais comme Claudine. Simplement Claudine. J'ai dîné seule ce soir-là dans un petit restaurant avec des nappes à carreaux et de la musique instrumentale. Le serveur m'a traitée avec un respect calme, sans hâte, comme si j'étais une cliente importante. J'ai commandé un plat que je n'avais jamais osé commander auparavant, un risotto aux crevettes. Quand il est arrivé, j'ai pris une photo, non pas pour la publier, mais pour me souvenir que je méritais aussi de belles choses. Je suis rentrée à pied jusqu'à la pension, les cheveux défaits et le cœur moins serré. Là, du balcon, avant de dormir, j'ai regardé le ciel et j'ai pensé à toute la vie que j'avais vécue cachée derrière le mot « maman », comme s'il était interdit d'être plus que cela, comme si ma valeur n'existait que tant que je servais quelqu'un. Mais maintenant, c'était juste moi. Et même si cela faisait mal, c'était libérateur. Le téléphone a vibré plusieurs fois cette nuit-là. Des appels, des messages, je les ai ignorés. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris mon petit déjeuner sur le balcon, un café au lait avec des tartines beurrées, en regardant la mer scintiller au loin. Nice m'offrait quelque chose que je n'avais plus depuis longtemps, de l'espace pour respirer. Après le petit déjeuner, je suis allée me promener dans le Vieux-Nice. Les ruelles étroites sentaient le pain frais et le café torréfié. J'ai découvert une petite bibliothèque associative dans une rue calme. L'endroit était charmant, avec des étagères en bois et l'odeur des pages anciennes. La dame qui s'occupait du lieu, Cécile, m'a accueillie comme si elle me connaissait. « Asseyez-vous où vous voulez, madame. Ici, tout le monde est bienvenu. » J'ai pris un livre au hasard. Peu importait le titre. Je voulais le silence des pages, le son du papier qui tourne, le plaisir d'être dans un endroit où personne ne me regardait avec pitié ou précipitation. Après 1 heure là-bas, j'ai eu envie de faire quelque chose de nouveau. Je me suis approchée de Cécile et j'ai demandé « Vous avez besoin d'aide par ici ?» Elle m'a regardée surprise. « Toujours. Nous avons besoin de gens pour organiser les livres, pour faire la lecture à voix haute aux personnes âgées et même pour écrire de petites cartes à nos donateurs. » « Vous écrivez ?» J'ai souri. J'écris. Et je pense qu'il est temps de recommencer à pratiquer. Elle m'a tendu un petit carnet avec quelques indications. Rien de très formel, des choses simples. Une phrase de remerciement ici, une dédicace là. C'était exactement le type de gentillesse que je savais faire. Je suis sortie de là avec un objectif et cela m'a fait tellement de bien. En rentrant à la pension, j'ai réfléchi. Ma situation ne pouvait pas rester ainsi indéfiniment. Je ne pouvais pas vivre éternellement dans cette chambre d'hôtel, aussi accueillante soit-elle. J'avais besoin de stabilité,
d'un endroit à moi. Et pour cela, il fallait prendre une décision importante. La maison où vivait Louise, celle où j'avais été reléguée dans la petite chambre du fond, cette maison était légalement à moi. Après son divorce, Louise n'avait plus les moyens de garder la propriété qu'elle partageait avec Thomas. C'est moi qui avais tout financé. J'avais signé l'acte d'achat, j'avais payé le rachat de la part de Thomas, j'avais garanti tous les crédits. Louise y vivait, certes, mais le bien m'appartenait. À l'époque, je me disais que c'était normal. Une mère aide sa fille, mais maintenant, je comprenais que j'avais tout donné et qu'en retour, on m'avait mise de côté. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une agence immobilière dans le centre de Nice. J'avais apporté tous mes documents dans ma valise, par prudence. Le conseiller, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes fines, m'a écouté attentivement. « Je veux vendre une propriété en région parisienne. Je suis propriétaire et je souhaite de la discrétion dans le processus. » Il a hoché la tête avec professionnalisme. « Nous pouvons nous en occuper. Avez-vous les documents de propriété ? » J'ai tout sorti, l'acte notarié, les preuves de paiement, le titre de propriété. Tout était à mon nom. Il a vérifié, a pris des notes, puis m'a regardé avec respect. « Nous pouvons lancer la procédure dès cette semaine. Souhaitez-vous que votre fille soit informée ? Pas avant que tout soit en ordre. C'est ma décision et j'assume. J'ai signé les premiers papiers, donné mon accord pour l'estimation et les visites. Le conseiller m'a assuré que tout serait fait dans les règles, avec un notaire compétent. En sortant de l'agence, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Cette maison représentait des années de ma vie, mais aussi des années où j'avais été invisible. Vendre, c'était reprendre le contrôle. C'était dire « Ma vie ne se résume pas à être utile aux autres. » Les messages de Louise se multipliaient. Certains étaient suppliants, d'autres accusateurs. « Maman, où es-tu ? Pourquoi tu fais ça ? Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je dois payer des factures. Réponds-moi. » Je lisais, mais je ne répondais pas. Mon silence était la seule façon de me faire entendre. Un après-midi, je suis retournée à la bibliothèque. Cécile m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Claudine, j'ai quelqu'un qui vous cherche depuis hier. Votre fille a appelé plusieurs fois. » Mon cœur a battu un peu plus fort, mais je suis restée calme. « Qu'avez-vous dit ? Que vous passiez ici de temps en temps, mais que je ne pouvais pas donner plus d'informations sans votre accord. » Cécile m'a regardée avec bienveillance. Je lui ai souri. « Merci. Si elle rappelle, dites-lui simplement que je vais bien et que je la contacterai quand je serai prête. » Louise devait comprendre que je n'étais plus à sa disposition, que ma présence n'était plus acquise, que l'amour d'une mère ne signifie pas l'effacement de soi. Les jours suivants, j'ai commencé à chercher un petit appartement à louer à Nice. Je voulais quelque chose de simple, avec une vue sur la mer si possible. J'ai visité plusieurs studios. L'un d'eux m'a particulièrement plu. Un espace lumineux avec un parquet clair et un petit balcon donnant sur les toits. Le loyer était raisonnable et avec l'argent de la vente de la maison, je pourrais vivre confortablement pendant des années. J'ai fait une offre de location. La propriétaire, une dame âgée nommée Odette, m'a regardé dans les yeux. « Vous êtes seule ? » ?»« Oui, et c'est exactement comme je le veux. » Elle a souri. « Alors cet appartement est pour vous. On a signé le bail le jour même. » Ce soir-là, assise sur le balcon de la pension, j'ai écrit dans mon carnet. « Aujourd'hui, j'ai choisi ma liberté. J'ai choisi de ne plus être celle qu'on tolère, celle qu'on cache, celle qu'on utilise. J'ai choisi de redevenir Claudine, avec tout ce que cela implique de solitude, mais aussi de dignité. » Le téléphone a sonné. C'était Louise. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix était tremblante. « Maman, enfin. Où es-tu ? » J'ai parlé calmement. « À Nice. Tu es venue jusqu'ici ? Pourquoi ? Pour me retrouver. » Il y a eu un silence. « Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu as bloqué les cartes ? Pourquoi tu es partie comme ça ? Parce que j'en avais besoin. Parce que pendant trop longtemps, j'ai laissé ma vie se réduire à être ta solution. J'ai entendu sa respiration saccadée. Mais je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Maintenant, tu sais. Et maintenant, je prends soin de moi. » J'ai raccroché doucement. Mon cœur battait fort, mais j'étais en paix. La semaine suivante, l'agence m'a appelé. «
Nous avons plusieurs offres sérieuses pour la maison. L'une d'elles est très intéressante. Souhaitez-vous que nous poursuivions? Oui, faites le nécessaire. Et ainsi, le processus s'est mis en marche. La maison allait être vendue. Louise allait devoir partir. Et moi, j'allais enfin pouvoir vivre. Non pas en réaction à quelqu'un, mais pour moi-même. Simplement pour moi-même. Elle est apparue en fin d'après-midi. J'étais assise sur le balcon de la pension, un thé à la camomille à la main, observant les immeubles dorés par le coucher de soleil. La ville entière semblait enveloppée d'une lumière chaude, presque douce. Et au milieu de ce calme, elle est venue. Louise s'est arrêtée de l'autre côté de la rue, m'a vue et a hésité. Elle avait les cheveux attachés, les yeux gonflés et portait une robe qu'elle aurait certainement mise pour l'un de ses dîners élégants avec Marc. Mais à ce moment-là, elle semblait petite, déplacée dans ses propres vêtements, comme si elle ne rentrait plus dans le rôle qu'elle avait choisi. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas enfuie, j'ai simplement attendu. Elle a traversé la rue avec des pas courts, s'est arrêtée devant le balcon, de l'extérieur. « Je peux monter ?» J'ai acquiescé d'un léger mouvement de tête. Quelques minutes plus tard, elle s'approchait lentement, regardant chaque coin de la pension, comme si cet endroit disait des choses qu'elle n'avait jamais voulu entendre. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi sans demander. Le silence est venu en premier, puis elle a parlé. Je ne suis pas venue pour me disputer. Je suis restée silencieuse. Je voulais juste comprendre pourquoi tu ne m'as pas répondu. Pourquoi tu as disparu comme ça? J'ai regardé droit devant, la mer encore visible entre les immeubles. Et ce n'est qu'alors que j'ai parlé. Parce que j'en avais assez de crier pour quelqu'un qui ne m'écoutait jamais. Elle a baissé la tête. Sa voix est sortie plus basse. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai été injuste, mais maman, tu ne pouvais pas simplement disparaître. J'avais besoin de toi. J'ai lentement tourné mon visage et je l'ai regardé. Tu as toujours eu besoin de moi, mais tu ne m'as jamais demandé si je pouvais, si je voulais, si j'allais bien. Elle s'est tue. J'ai continué. Je suis devenue une figurante dans ta vie, Louise. J'étais utile quand il fallait payer quelque chose, quand tu manquais de compagnie, quand tu voulais te sentir moins seule. Mais dès que tu as trouvé un nouveau décor, je suis devenue un excès. Elle a commencé à pleurer. Pas ces pleurs désespérés. C'était un pleur contenu, de honte, de découverte. Tu m'as manqué. Je te jure que tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Mais manquer n'est pas la même chose que savoir apprécier. Et ce qui te manquait, c'était la servante, pas la mère. Elle a essayé d'argumenter, mais elle n'avait pas de mots. Quand tu m'as laissé dans cette maison de repos, avec un billet plié dans la poche, disant que c'était mieux pour moi, tu n'as pas pensé à moi, tu as pensé à la commodité, à l'image, au statut. J'étais trop simple pour ton nouveau monde. Elle a commencé à secouer la tête, niant, essayant d'effacer ce qui avait déjà été dit. Tu sais que ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas emmené à Nice avec toi? Pourquoi tu m'as caché? Elle n'a pas répondu. Elle a juste pleuré. Et à ce moment-là, j'ai compris. Elle n'était pas venue me reconquérir. Elle était venue chercher l'absolution, le soulagement, le pardon instantané pour une culpabilité qu'elle ne savait même pas encore porter. Mais je n'étais pas là pour soulager qui que ce soit. Louise, je t'aime. Ça ne changera jamais, mais je ne vivrai plus avec toi. Je ne servirai plus de toile de fond à tes décisions, et surtout, je ne rentrerai plus dans des espaces étroits, juste pour ne pas déranger. Elle a essayé de prendre ma main, je l'ai retirée calmement. Je suis en paix pour la première fois depuis très longtemps. Et cette paix, je ne vais pas l'échanger pour une nouvelle tentative frustrée de rentrer dans ton monde. Elle a hoché la tête en pleurant doucement. La maison va être vendue, c'est déjà en cours. Tu vas devoir trouver un autre endroit où vivre. Et non, ce n'est pas une punition, c'est la conséquence d'années de négligence, d'années de silence. Elle a essayé de respirer profondément, comme quelqu'un qui avale sa fierté. Et qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? J'ai regardé fermement. Rien. Je ne veux plus rien. Si un jour tu veux venir me voir, tu seras la bienvenue. Mais viens en tant que fille, pas en tant que débitrice,
pas en tant que suppliante, mais en tant que quelqu'un qui reconnaît enfin. Elle s'est levée lentement, m'a regardé dans les yeux. Je ne sais pas si je peux tout changer d'un coup. Moi non plus. Il m'a fallu 67 ans pour changer, mais maintenant que j'ai changé, je ne reviens pas en arrière. Elle est descendue les escaliers sans rien dire de plus. Je suis restée là à regarder le ciel, le jour qui s'assombrissait, et j'ai réalisé quelque chose. Toute ma vie, j'avais été attendue, exigée, sollicitée. Maintenant, j'étais entendue. Et quand on est vraiment entendu, même le silence prend une voix. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'agence immobilière. La vente est confirmée. Les actes seront signés chez le notaire dans 15 jours. La nouvelle propriétaire souhaite emménager rapidement. J'ai pris une grande inspiration. Très bien. Faites le nécessaire. Puis j'ai envoyé un message à Louise. Court, direct, respectueux. La vente de la maison est finalisée. Tu as 3 semaines pour déménager. L'agence te contactera pour organiser les visites. Je te souhaite de trouver ton chemin. Le mien, je l'ai déjà trouvé. Elle a répondu quelques heures plus tard. Je comprends. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, j'accepte. J'espère qu'un jour tu me permettras de te rendre visite. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai posé le téléphone et je suis sorti marcher. La promenade des Anglais était animée ce soir-là. Des couples se promenaient, main dans la main. Des enfants couraient avec des cerfs-volants. La vie suivait son cours. Et moi, au milieu de tout cela, je me sentais légère. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais cessé de perdre. Perdre mon temps, perdre ma dignité, me perdre moi-même. En rentrant à la pension, j'ai trouvé Béatrice à la réception. Elle m'a souri avec cette gentillesse qu'elle avait toujours. « Madame Claudine, votre appartement sera prêt dans 2 jours. La propriétaire a fait nettoyer et repeindre. Elle veut que tout soit parfait pour vous. » Mon cœur s'est rempli de gratitude. Merci Béatrice. Merci pour tout. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet. Aujourd'hui, ma fille est venue me voir. Elle voulait des explications, peut-être des excuses. Je lui ai donné la vérité. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. On ne reconstruit pas sa vie en ménageant ceux qui l'ont fragilisée. On la reconstruit en étant honnête, en posant des limites, en se respectant enfin. Le surlendemain, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Un petit studio lumineux avec vue sur les toits de Nice et un balcon où je pouvais voir la mer au loin. J'ai posé mes affaires avec soin. Chaque objet avait sa place. J'ai accroché un cadre vide sur le mur en me disant qu'un jour, j'y mettrais une photo de moi, souriante, libre. J'ai préparé du thé et je me suis assise sur le balcon. Le vent était doux, le ciel d'un bleu profond. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu le sentiment d'être exactement où je devais être. Pas en attente, pas en retrait, mais pleinement présente dans ma propre vie. Louise m'avait écrit encore ce matin, un message simple. « Je t'aime, maman. J'espère qu'on pourra se parler bientôt. » J'ai répondu calmement. « Moi aussi je t'aime. Mais l'amour, ma fille, ce n'est pas seulement des mots. C'est du respect, de l'attention, de la présence. Quand tu seras prête à offrir cela, je serai là. En attendant, prends soin de toi. » Et j'ai envoyé, sans regret, sans culpabilité, juste avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a enfin appris à se choisir. Il faisait soleil ce dimanche-là, un soleil chaud, doré, qui frappait les trottoirs de Nice comme une bénédiction. Je connaissais déjà cette lumière, mais ce matin-là, elle semblait me voir aussi. La ville suivait son rythme. Des enfants couraient le long de la promenade, des messieurs discutaient sur la place, des couples prenaient des glaces et moi, là, au milieu de tout cela, en paix avec ce qui restait et avec ce que j'avais décidé de laisser derrière. La pension était presque devenue un foyer. La jeune femme de la réception m'appelait maintenant simplement Claudine, sans le madame qui portait des années d'invisibilité. Les employés m'offraient des biscuits avec le thé l'après-midi, et le monsieur du kiosque du coin savait déjà que je préférais l'eau de coco sans paille. De petits détails que, pendant tant d'années, personne ne remarquait plus en moi. Je suis retournée à la bibliothèque ce matin-là. C'était le jour de la lecture publique. Je me suis assise au fond de la salle
écoutant une jeune étudiante réciter des extraits de lettres anciennes trouvées dans les archives. Des lettres de mères à des enfants éloignés, d'enfants qui ne sont jamais revenus, de maris partis, de femmes restées. Ces mots résonnaient comme les murmures de toutes les Claudines qui avaient existé, celles qui avaient été oubliées, réduites au silence, utilisées, puis écartées avec un sourire cordial. Je suis rentrée avec l'envie d'écrire aussi, mais pas de lettres pour quelqu'un, des lettres pour moi. Je me suis assise sur le balcon de ma chambre et j'ai ouvert mon carnet. Sur la première page, j'ai écrit calmement « Je ne suis pas partie. Je suis simplement revenue à moi-même. » Et c'est là que j'ai compris la différence. Je n'avais pas fui, je n'avais rien abandonné. J'avais simplement cessé de m'abandonner. Et cela change tout. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à penser aux prochaines étapes. La pension était accueillante, mais temporaire. J'avais trouvé ce petit studio avec parquet et vue latérale sur la mer. Le bail était signé. Mon nouveau chez-moi m'attendait. La vente de la maison a été finalisée 2 jours plus tard. Le montant a été déposé directement sur mon compte. Quand je suis entrée dans l'application de la banque et que j'ai vu le relevé, je n'ai pas ressenti de pouvoir, j'ai ressenti du soulagement. Parce que cet argent était plus que des chiffres, il était symbolique, c'était la preuve que je pouvais recommencer sans avoir à supplier pour avoir de l'espace. J'ai envoyé un message à Louise, court, sincère. La vente est finalisée. L'agence va te contacter. J'espère que tu trouveras ton chemin. Le mien, je l'ai déjà trouvé. Elle a répondu le jour même. Je comprends. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, j'accepte et j'espère qu'un jour tu me permettras de te rendre visite. Je n'ai pas répondu. Parce que certaines choses ont besoin de reposer dans le temps. Si le jour arrive, qu'il soit naturel, sans exigence, sans excuse, sans urgence. Le premier soir dans mon nouveau logis, j'ai mis de la musique douce, allumé une bougie parfumée et préparé des pâtes à l'ail et à l'huile d'olive. Je me suis assise seule à table et j'ai célébré. J'ai célébré le silence qui ne pesait pas. J'ai célébré la lumière qui n'éblouissait pas. J'ai célébré la liberté qui n'exigeait pas de public. Après le dîner, je suis allée sur le balcon. La brise venait doucement, le ciel déjà sombre, avec des étoiles qui apparaissaient entre les immeubles. J'ai fermé les yeux un moment et j'ai écouté ma propre respiration, tranquille, constante. Et là, les mains appuyées sur le parapet et les pieds nus sur le sol en céramique froide. J'ai su. J'avais gagné, non pas parce que j'avais tout repris, mais parce que je m'étais rendu à moi-même ce que je n'aurais jamais dû donner. Mon temps, ma valeur, mon espace. Le lendemain, je suis allée à la papeterie de la rue en bas. J'ai fait imprimer une phrase sur une belle feuille, avec un cadre simple. Ici vit une femme qui ne s'excuse plus d'exister. J'ai demandé de l'accrocher à l'entrée de l'appartement. Tout le monde qui entrera, même si c'est seulement moi, la lira et se souviendra. Parce que pendant longtemps, j'avais été seulement une présence fonctionnelle dans la vie des autres. Aujourd'hui, j'étais une présence complète dans ma propre vie. Et cela suffisait. Les semaines ont passé. Je me suis installée dans une routine qui me ressemblait. Le matin, je prenais mon café sur le balcon en regardant la ville se réveiller. 3 fois par semaine, j'allais à la bibliothèque pour aider Cécile. J'organisais les livres, j'écrivais des cartes de remerciement aux donateurs, je lisais parfois à voix haute pour les personnes âgées qui venaient nous rendre visite. J'avais retrouvé un sens à mes journées, mais cette fois, c'était un sens que j'avais choisi. Un après-midi, alors que je marchais sur la promenade, j'ai revu Odette, cette dame âgée que j'avais rencontrée lors de mes premiers jours à Nice. Elle était assise sur le même banc, les yeux fermés, un sourire paisible sur le visage. Je me suis approchée doucement. « Bonjour, Madame Odette. » Elle a ouvert les yeux et m'a reconnue immédiatement. « Ah, Claudine, vous êtes restée finalement. »« Oui, je suis restée, et c'était la meilleure décision de ma vie. » Elle a hoché la tête avec sagesse. On ne peut pas vivre pour les autres éternellement. À un moment, il faut revenir à soi, sinon on disparaît complètement. Nous avons parlé un long moment. Elle m'a raconté sa propre histoire, celle d'une femme qui, elle aussi, avait dû s'éloigner pour se retrouver. Avant de partir, elle m'a serré la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Ne l'oubliez jamais. » Louise a continué à m'écrire de temps en temps.
Pas tous les jours, mais régulièrement. Ses messages étaient différents maintenant, moins urgents, plus réfléchis. Elle me parlait de sa vie, de ses difficultés à trouver un nouvel appartement, de ses questionnements sur elle-même. Un jour, elle m'a écrit « Maman, je commence à comprendre ce que tu as dû ressentir. Je suis désolée. » J'ai répondu simplement « Merci. » Ces mots comptent, mais les actes comptent davantage. Prends ton temps. Je ne suis pas pressée. Et c'était vrai. Je n'étais pas pressée. Pour la première fois de ma vie, je vivais à mon propre rythme. 6 mois après mon arrivée à Nice, j'ai reçu une lettre de Louise. Une vraie lettre, écrite à la main, dans une enveloppe avec un timbre. Je l'ai ouverte avec précaution. Elle m'écrivait qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle travaillait sur elle-même, qu'elle réalisait beaucoup de choses. Elle terminait en disant « J'aimerais venir te voir si tu es d'accord. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour être avec toi. » J'ai réfléchi quelques jours avant de répondre. Puis j'ai écrit à mon tour. « Ma chérie, tu es la bienvenue. Viens quand tu es prête. Nous parlerons. Nous marcherons. Nous apprendrons peut-être à nous connaître autrement. Avec affection, maman. » Aujourd'hui, alors que j'écris ces dernières lignes sur mon balcon, je regarde la mer au loin et je souris. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si Louise et moi retrouverons une relation apaisée. Mais je sais une chose avec certitude. Je ne suis plus celle qui attend dans l'ombre. Je ne suis plus celle qui s'efface. Je suis Claudine, une femme de 67 ans qui a appris, peut-être tard, mais pas trop tard, que la dignité ne se négocie pas, que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, que se choisir n'est pas abandonner les autres. C'est simplement se respecter enfin. Et si mon histoire peut servir à quelque chose, c'est à rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à soi-même. Jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour choisir la paix plutôt que l'approbation. La vie est courte et précieuse, et je mérite de la vivre pleinement, tout comme vous. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.